Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons enchaîner donc sur la table ronde dont l'intitulé est, je rappelle, l'éducation à l'environnement à la croisée de son impulsion par les pouvoirs publics et des initiatives de l'éducation populaire et de la protection de la nature. Alors je me présente donc Patrick Février. Donc je suis responsable du comité d'histoire des ministères de la cohésion des territoires, de la transition écologique, à titre principal la transition écologique, et de la mer, dans les intitulés actuels qui changeront peut-être dans 2 ou 3 mois. Donc, et notre activité principale consiste donc d'une part donc à co-organiser, le plus souvent c'est co-organiser donc des journées d'études comme celle d'aujourd'hui. Donc on en co-organise à peu près en moyenne 5 par an sur des sujets très divers. Donc, et on publie donc une revue qui s'appelle Pour Mémoire et qui d'ailleurs est consultable pour ceux qui sont intéressés. Donc, on a publié 55 numéros donc sur le site internet du ministère de la Transition écologique. Alors, j'en profite effectivement de cette introduction-là pour vous indiquer, pour ceux qui sont intéressés, que Marie Jacquet, qui devait intervenir ce matin, donc était intervenue dans une des journées que nous avons organisées en 2021, consacrée aux 50 ans de la création du ministère de l'Environnement. Et notamment, donc on avait organisé donc au mois de juin dernier une journée consacrée donc à quelque chose qui est maintenant complètement oublié, qui est les 100 propositions pour l'environnement. Donc, qui était une commande qui avait été passée par le gouvernement de l'époque, Chaban-Delmas, avec d'ailleurs l'appui du président Pompidou, donc à l'époque, qui avait visé à faire une consultation, évidemment selon les modalités des années de 1970, et pas les modalités effectivement d'aujourd'hui, de façon effectivement à faire acter par le gouvernement, avant la création du ministère de l'Environnement, toute une série de mesures, d'organisations, de solutions apportées à des problèmes locaux. Et dans ce cadre-là, donc Marie Jacquet donc avait fait une intervention puisqu'on avait choisi quelques thématiques pour essayer de montrer ce qu'étaient devenus certains aspects de ces 100 propositions pour l'environnement avec le vocabulaire de 1970 au fil du temps. Donc, et nous avait fait une intervention sur justement donc l'éducation populaire à l'environnement dans les années 70. Et donc qui sera consultable pour ceux qui sont intéressés, donc dans notre revue lorsqu'on aura terminé la relecture et la publication de ce numéro spécial de la revue. Normalement, on devrait pouvoir le publier donc au mois de juin. Je me rappelle notamment donc qu'elle a tenu des propos tout à fait intéressants sur la façon dont, à cette époque-là, et dans les années qui l'entouraient, les préoccupations telles que vous les avez exprimées les uns ou les autres avaient effectivement avaient progressé dans le contenu de l'enseignement agricole, BTS et autres, qui est tout à fait intéressant. Donc pour ceux qui sont intéressés, au mois de juin, vous pourrez consulter cela. Donc alors la table ronde a pour objectif effectivement de croiser des points de vue d'acteurs qui sont intervenus au cours des décennies passées. Alors avant d'engager la discussion, je vais les présenter succinctement dans l'ordre de leurs interventions. Christine Leroy de Comarque, qui est à ma gauche, que je vous remercie de nous avoir rejoints à partir du Périgord noir, qui est l'épouse du cofondateur de l'UNCPE, Hubert de Comarque. Tous deux sont depuis longtemps fortement impliqués dans la valorisation touristique et culturelle du patrimoine bâti et de ses paysages. Et Christine évoquera donc surtout les caractéristiques de l'action associative vue du point de vue du ministère de la Jeunesse et des Sports de cette époque-là, mais avec un certain nombre de partenaires institutionnels, donc au cours des années 1970 et donc au cours de la naissance des CPIE, donc et des relations interministérielles, donc à l'époque.
Alors Isabelle Lepel, donc qui est au milieu, donc est l'ancienne directrice adjointe ou codirectrice, je ne sais plus, c'est la codirectrice, je crois que c'est l'appellation exacte, donc de l'ancien réseau École et Nature, donc devenu le FREN, et elle évoquera la transformation progressive, de son point de vue, donc des modalités d'action de ce réseau au cours des années 1980-1990. Jean-François Louineau, donc qui est à gauche, est un ancien directeur adjoint de la Ligue de protection des oiseaux, donc bien connu effectivement de vous tous, et qui lui donc évoquera une période peut-être un petit peu plus longue, enfin en tout cas il est libre de le faire, des années 70 jusqu'à une période récente ou aujourd'hui, du point de vue effectivement de la Ligue de protection des oiseaux et notamment en matière d'enjeux de communication. Donc ce qu'on propose comme organisation de la table ronde, c'est-à-dire qu'il y aura 3 parties, correspondant aux 3 intervenants. Donc je leur demanderai je vais lancer un certain nombre de questions. Je leur demanderai de pouvoir s'exprimer comme ils le souhaitent pendant donc une dizaine de minutes. Ensuite, on aura donc un échange donc avec les autres personnes représentées à la table, donc avec la salle, et on fera ça 3 fois. Voilà ce qui est proposé. Donc, alors Christine Leroy de Comarque, donc vous avez été formée au CELSA, donc à l'origine. Alors pendant les années 1970, vous étiez impliquée notamment dans la politique d'animation des parcs nationaux, avec aussi une dimension européenne, la création de structures locales d'initiation à la nature et l'environnement comme les CPIE, les relations du ministère de la Jeunesse et des Sports avec le tout jeune ministère de l'Environnement, notamment Jean-Baptiste de Villemorin, peut-être Serge Antoine aussi, vous nous le direz. Et vous allez donc évoquer ce qu'était, de votre point de vue, l'état d'esprit des acteurs de terrain à cette époque, notamment dans les relations avec les institutions, et le contenu de ce qu'on commençait à appeler l'environnement, avec un ministère dédié, par rapport aux approches naturalistes des décennies précédentes. Alors, quels termes, justement, utilisiez-vous? D'ailleurs, la question des termes utilisés a été évoquée dans la journée d'hier. Éducation, initiation, animation, point d'interrogation. Comment réagissaient à l'époque par rapport aux initiatives tous les 2 relativement petits ministères de la Jeunesse et des Sports et de l'Environnement, comment réagissait la grosse machine du ministère de l'Éducation nationale, et aussi effectivement comment, par rapport à la façon dont vous avez vécu les années 1970, jugez-vous les évolutions de l'action locale en matière d'animation nature, donc après cette décennie. Donc je vous laisse la parole pendant une dizaine de minutes et ensuite on engagera effectivement le dialogue avec la table ici et avec vous. Donc Christine, je vous laisse la parole. Merci. Bonjour. Merci de me permettre de revisiter cette biographie des CPIE. À vrai dire, j'ai écouté avec attention la communication précédente et je m'en excuse à l'avance. Mon champ lexical et linguistique sera nettement plus simple pour 2 raisons. La première, c'est que depuis 40 ans, j'ai changé de domaine d'activité. Je m'occupe comme le disait Monsieur Février, de patrimoine bâti, de monuments historiques. Le langage n'est pas le même, d'archéologie, de préhistoire, qui est aussi une science interdisciplinaire, comme l'environnement. Donc je n'ai pas ce magnifique champ lexical. Et d'autre part, dans les années 70, comme l'a dit mon voisin, on n'avait pas ce langage technocratique et sociologique qui s'imposait dans
dans nos études. Donc, pardon, on va redescendre. Et ce matin, sur le terrain. Ce matin, je ne devrais pas être seule. Nous devrions être 3. Alors, rapidement, je vais vous présenter ceux qui auraient dû être là, les 2 autres personnes. Jean-Baptiste de Villemorin, dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, qui était herborisant et jardinier, qui était l'auteur d'une étude sur les centres d'initiation à la nature dans le cadre de la mission Aquitaine sous l'égide du Muséum d'histoire naturelle, et qui avait un nom prestigieux qui permettait d'ouvrir quelques portes, pas toutes. Hubert de Comarque, issu, lui, d'une vieille famille terrienne, du Périgord noir, et qui a assisté au lent délitement du milieu rural, à l'exode rural, à l'abandon du patrimoine, au coup de boutoir de la modernisation à marche forcée, l'exode des actifs, la déshérence des terres, qui a été évoquée tout à l'heure. Et d'ailleurs, je me disais en écoutant le professeur de Vincennes que mon mari aurait été ravi de faire ses études là, au moment où lui-même était là-bas, parce qu'il s'est senti quand même très seul en Périgord. Donc il a cherché à rassembler dès 67 les forces vives locales, les élus, dans une association qu'il avait appelée Essor du Périgord, plein d'espoir, ESPER, présidée par Marc Blancpain, président de l'Alliance française. Et puis, je vais quand même dire quelques mots à mon sujet. Je me fais violence, mais c'est nécessaire pour comprendre comment ces 3 parcours ont pu donner lieu à cette idée. Moi, je suis la fille d'Albert Leroy, professeur d'éducation physique, directeur d'IREPS de Lille, auteur de l'ouvrage Leroy Vivès, et d'une maman, également professeure d'éducation physique. Pendant toutes les vacances de Pâques et les vacances d'été, mes parents encadraient des activités socio-culturelles, des bases de voile. Mon père, au Letty, dans le Finistère, j'ai entendu hier une communication sur les bases de voile, les centres nautiques de voile, et ensuite au Lavandou. Je pense que c'était dans le cadre de la Ligue de l'enseignement. Moi-même, j'étais monitrice de colonies de vacances et j'ai encadré pas mal de stages de l'Office franco-allemand. Autrement dit, l'éducation populaire fait partie de ma vie, et c'est parce que j'ai vu sur votre planning le mot FONGEP que j'ai décidé de venir vous rejoindre. Maintenant que vous nous connaissez, je vais vous raconter notre aventure avec 7 dates clés. Alors c'est beaucoup, j'espère pas dépasser les 10 minutes, je vais essayer de me dépêcher, pour ça je vais lire. Donc décembre 72, le salon de Nature et Progrès à la porte de Versailles. François Lapoix m'a demandé de venir exposer mon action au ministère Jeunesse et Sport. À cette période, j'avais passé déjà quelques mois au tout petit bureau de l'environnement à la Commission européenne de Bruxelles pour voir un peu ce qui se faisait dans les pays membres. Et j'étais donc revenue au cabinet du ministère Jeunesse et Sport chargé des parcs. Alors pourquoi les parcs ? Le parc national, c'est un cœur de parc, un sanctuaire réservé aux scientifiques, avec une zone périphérique où les communes ne nagent pas dans le bonheur. Un parc naturel régional, c'est pas tout à fait la même problématique. Ce sont des populations qui se pensent enfermées dans une réserve ou un zoo et qui n'apprécient pas ou moyennement le déferlement des citadins, des métropoles d'équilibre, ça s'appelait comme ça, voisines. Donc, que faire ? Parlez bien. Pardon. C'est mieux là ? Oh là, ça c'est fort. Alors que faire ?
Monsieur Lapoix François me présente Hubert de Comarque lors de ce salon, qui porte, lui, dans sa sacoche, son projet de parc naturel régional du Périgord noir et qui cherche des appuis et des sous. Et très peu de temps après, Hubert de Comarque me présente Monsieur de Vilmorin. Nous avions donc 3 parcours. La nature et toutes les sciences qui permettent de la découvrir, vous en avez parlé tout à l'heure, le milieu de vie et toutes les capacités de l'homme à s'y adapter, l'éducation populaire et sa capacité de former le plus grand nombre. Deuxième date, décembre 73. Première citation explicite du sigle CPIE, lors de la réunion du SIAT, qui crée les 3 premiers CPIE avec un financement d'équipement et de fonctionnement important. Alors qu'est-ce qu'un CPIE? En quoi est-il novateur par rapport à un existant déjà foisonnant auquel votre colloque rend hommage? Alors je ne vais pas les citer tous puisque vous les connaissez et ça va nous gagner 3/4 de minute. Contrairement aux acteurs précités, donc que j'ai pas cités, et aux expériences anglaises Outdoors et Field Centers où l'on découvre la nature, le CPIE prend en compte la spécificité du milieu rural français, travaillé par des générations de paysans qui ont façonné les paysages en partant des lignes forces de leur terroir. Le CPIE relève ses identités géographiques spécifiques et tâche de se mettre en relation avec un centre de recherche ou une université qui délivrera un corpus propre à enrichir la pédagogie du CPIE. Pourquoi le mot « initiation » qui a fait débat, je vous assure, plutôt qu'éducation, formation ou instruction. Il exprime la définition du Robert, initier, mettre au courant de quelques secrets. Et là, il s'agit de mettre l'impétrant en capacité de découvrir par lui-même les secrets de la nature. Petite parenthèse, on a parlé tout à l'heure du sensible et de l'émotion. Oui, on a essayé de partir de cela. Émotion, du coup, respect, du coup, désir de protection et peut-être engagement. Parce qu'au fond, c'est quand même ça qu'on vise. Ce qui va être déterminant dans le mode de fonctionnement d'un CPIE, c'est le choix de confier le label à une association locale. À sortir des arcanes administratives contraignantes, contradictoires parfois, ou au contraire qui se surajoutent compte tenu des parrainages que nous allions devoir chercher. Et là, grosse bagarre, je vais vous en dire quelques mots après. 3e date, 74, 15, 16. Nous sommes allés chercher le parrainage du ministère de l'Agriculture, avec son maillage de lycées agricoles, de foyers ruraux, et toutes ces organisations extraordinaires sur le terrain. Dans la personne de Maurice Charles, un ami de mon père, depuis leurs années de militantisme syndical au Syndicat national des professeurs d'éducation physique et sportive. Ensuite, nous sommes allés évidemment taper quand même à la porte du ministère de l'Éducation. Et on nous a envoyé une jeune fille qui s'appelait Françoise Nouvion, avec laquelle nous avons eu des heures et des heures et des heures de discussion. Parce qu'elle, évidemment, souhaitait absolument l'affiliation des CPIE à son ministère, et on a dû batailler ferme pour que ça reste l'apanage des associations locales. Ces 3 années, avec Jean-Baptiste, alors, 1 ou 2 anecdotes quand même. Avec Jean-Baptiste, nous sillonnons la France dans sa vieille Citroën, déjeunant dans les routiers où nous profitons des notes en papier pour préparer les réunions avec les acteurs de terrain. Que de belles rencontres. Jean à Bonzé, Maurice Bruot à Merlieu, Pierre Larocque à Aurillac, Monsieur Viraud à Lens-le-Bourg, Messieurs L'Écureuil et Papillon à Lernay et tant d'autres. Mais avec aussi quelques échecs. Je parlerai de Fort-Calquier, où nous nous sommes heurtés à la secte de Longomaille.
qui a gardé son leadership. Et pourtant, c'était un superbe projet. Imaginez le petit train Digne-Nice, après les îles de l'Airain, c'est jusqu'à Port-Cros. Ça aurait été exceptionnel. 4e date, 27 avril 76. Pendant que nous avalons les kilomètres, le ressentiment se coalise. La colère gronde, car les CPIE obtiennent des subventions non négligeables et surtout des postes de mise à disposition. Une première remise en ordre s'impose à nous. La création d'une commission nationale des CPIE comprenant 12 ministères. On était bien encadrés. Jean-Baptiste et moi en assurons le secrétariat général. 5e date, octobre 76. Une circulaire est envoyée au préfet précisant les procédures d'habilitation avec la création d'un conseil d'orientation, bien encadré sur le terrain aussi. Date suivante, novembre 76. Alors là, l'apothéose, une inspection générale de la Cour des comptes est diligentée sur les CPIE. Hasard ou chance? C'est monsieur Philippe Seguin qui est chargé de cette tâche. Or, il se trouve qu'en 74 et 75, il a été directeur adjoint du directeur des sports. Il connaissait très bien mon travail et, parenthèse, il m'avait demandé de m'occuper du foot avec lui, mais je lui avais dit que j'avais des choses plus importantes à faire, les CPIE. Heureusement, je l'avais pas mal bassiné avec mes dossiers. Le rapport paraît en mars 77, dans lequel, un par un, monsieur Séguin dégoupille les reproches que nous agressaient les grands corps. Parce que derrière tout cela, il y avait quand même les grands corps qui n'avaient pas pu mettre la main sur les CPIE. Monsieur Seguin souligne aussi que les quelques 10 millions de francs qui ont été alloués jusqu'à cette date ont été utilisés à bon escient. Je le cite. Les indications ainsi recueillies laissent apparaître une situation financière généralement saine. Monsieur Seguin expose clairement et en détail les actions menées par chaque CPIE. Il décortique les processus d'articulation administrative qu'il ne remet pas en cause, y compris le principe, tenez-vous bien, du refus de toute directivité, confirmant que les choix étaient fonction de l'existence d'une dynamique locale et de celle d'un milieu intéressant. J'ai presque fini. Et pour notre plus grand soulagement, il trace des perspectives éblouissantes qui nous donnent des ailes. Oui, monsieur Seguin, vous êtes aussi un pionnier des CPIE. Dernière date, mars 77. Création de l'Union des CPIE. La volonté des acteurs et des équipes d'échanger, de se retrouver, de s'épauler, conduit spontanément à l'organisation de journées nationales annuelles. Par ailleurs, notre volonté de non-directivité et la conscience que M. de Villemorin et moi-même avons du devenir des CPIE après nos départs de l'administration, compte tenu de l'intérêt, de l'inintérêt, voire de l'hostilité envers ces ovnis, enfin la certitude que les associations labellisées ont acquis la maturité pour choisir elles-mêmes leurs futurs membres, nous décidons de créer une association nationale qui détiendrait le label. Hubert de Comarque connaît bien Jacques Pelletier, sénateur de l'Aisne, président du CPIE de Merlieu, qui est plébiscité, et Hubert est nommé secrétaire général, poste qu'il honorera jusqu'en 1993. Il me revenait d'arpenter les couloirs de l'INPI, où l'on me renvoyait d'un bureau à l'autre, personne ne sachant où déposer de tels sigles, que j'ai pourtant inscrit CIE, CPIE, UNCPIE, tout ce que j'ai pu, dans toutes les classes et toutes les rubriques, pour être bien certaine que l'Union pourrait voguer librement. Voilà. Je vous remercie de ce témoignage, donc avec effectivement un certain nombre de rappels historiques de ce qui avait pu se passer et tel que vous l'avez vécu. Alors j'ai noté notamment, par exemple, un certain nombre de mots-clés dans vos propos. Les débats sémantiques, évidemment, initiation, formation, éducation, instruction. J'avais pas encore entendu évoquer le terme instruction, le vieux terme, donc instruction.
J'ai noté aussi dans vos propos le rôle des émotions dans l'engagement, l'importance du maillage du réseau de l'enseignement agricole dans ces années-là, mais c'est encore le cas aujourd'hui, et le terme, notamment lorsque vous avez évoqué le travail fait avec Philippe Séguin, du refus de la directivité. Alors donc je me tourne vers les autres intervenants donc à la table ronde pour vous inviter donc à réagir, commenter les propos que vient de tenir Christine. Tout d'abord, merci. Merci parce que tout ça, c'est des aventures humaines. Enfin, moi, j'y reviendrai, mais ça reste une aventure humaine et où il faut faire preuve d'une certaine constance par rapport à une adversité qui s'organise et qui, au titre du jacobinisme et des idées bien pensantes d'un progrès des Trente Glorieuses, ne veut pas voir d'autres mécaniques plus collectives s'installer. Moi, j'ai suivi un peu l'histoire des CPIE au fait des fonctions qui me permettent d'être avec vous aujourd'hui, et je retrouve des éléments de ce portage auprès des institutions qui très souvent ont mis plus de bâtons dans les roues que de faciliter l'expression, et notamment dans le monde rural. Et heureusement, il y a eu des femmes et des hommes qui, eux, dans leur haute fonction, ont compris le sens et seuls, ou souvent assez seuls dans leur ministère, ont permis régulièrement que des choses s'opèrent pour que l'énergie des autres ne soit pas perdue à jamais. Donc, moi, je voulais vous remercier pour le témoignage, ça me rappelle beaucoup de choses. Oui. Christine, vous souhaitez... J'avais marqué, mais j'ai pas osé le dire, j'avais marqué 3 personnes ingouvernables et obstinées. Isabelle ? Alors, il se trouve que avant d'être salariée du réseau École et Nature, j'ai travaillé 15 ans dans les CPIE, en Franche-Comté, enfin Bourgogne-Franche-Comté, mais sur la partie comtoise, et notamment à l'Apieux de Besançon, qui n'existe plus, donc le premier CPIE urbain. Voilà. Donc c'est vrai que ça me fait plaisir aussi de côtoyer la personne qui a l'initiative de ces belles structures, pour lesquelles quelquefois par rapport à la situation, c'est pas si simple que ça avec les acteurs locaux. En fait, la mise en place des CPIE venant d'un label porté par les institutions, je me rappelle qu'il y a certaines époques que c'était pas forcément accepté par les acteurs de terrain. Voilà. Donc il y avait cette sorte de tension entre le national et le terrain. Voilà. Oui, alors en général, on avait de longues discussions préalables avec celle ou ceux qui portaient un projet sur le terrain. C'était vraiment des moments importants. Et on y allait, on y retournait, toujours avec la vieille Citroën, pour vraiment s'assurer qu'il y avait une viabilité, une légitimité et une viabilité pour accorder le label. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le terrain, entre les élus, les associations, les administrations à l'époque déconcentrées, parce que maintenant on est en décentralisation, mais à l'époque non. On avait des services déconcentrés qui étaient quand même tout puissants. Donc c'était compliqué, mais c'était bien, on était jeunes. Vous avez évoqué notamment l'affaiblissement de la ruralité.
bon, qui certes ne se limite pas aux années 70, mais est-ce que justement cet affaiblissement de la ruralité tel que vous l'avez vécu, ou peut-être vous aussi d'ailleurs à vos débuts, a constitué un élément de faiblesse ou d'affaiblissement, de difficulté en tout cas pour les actions de terrain qui pouvaient être menées? Je dirais oui et non, parce que justement, dans les moments d'adversité, c'est là que se lèvent des gens. Et sur le terrain, c'est là que se levaient justement ceux sur lesquels on pourrait s'appuyer pour coaliser les énergies. Donc, alors, est-ce que les propos de Christine qu'elle a tenus tout à l'heure attirent de votre côté d'autres réactions? Par rapport à la ruralité, et on ne peut pas faire de généralité parce que finalement, il est de la naissance des CPIE comme d'associations locales naturalistes qui se sont développées, des contextes bien différents selon les régions. Je ne parle pas des régions au sens administratif comme elles sont, mais des régions au sens de terroir ou de territoire. Je prends une illustration un peu résumée, hein, j'ai conscience, mais il n'y avait pas la même facilité à créer en Vendée, par exemple, j'expliquerai pourquoi, un centre d'éducation environnement, peu importe CPIE ou autre, qu'il pouvait y avoir en Bretagne, parce que les histoires culturelles étaient pas les mêmes, la prise de conscience de l'environnement était pas si avancée, et les forces en présence n'étaient pas les mêmes. Entre être dans les monts d'Arrée, par exemple, zone qui se désertifiait avec, on va dire, une agronomie pauvre, enfin je résume, mais il était plus facile, et des Bretons qui sont des Bretons, c'est-à-dire de caractère, il était plus facile de construire, et tout à leur honneur, hein, de construire quelque chose vécu comme une alternative, et les combats, j'aime pas ce mot-là, mais contre la centrale nucléaire, projet de Plogoff en illustration, où en Vendée, vous aviez une présence dominante d'un syndicat majoritaire qui le reste encore, et qui d'ailleurs a produit, entre guillemets, plusieurs présidents encore récents de la FNSEA, et là où il y avait une alliance, ce qu'on appelait la Sainte Famille, entre deux grands corps de l'État que je ne citerai pas, qui confondaient hydrologie et hydraulique, et l'agroalimentaire qui s'installait, et qui faisait que les remembrements passaient par-dessus même ce que pensaient les chasseurs ou les pêcheurs du coin. C'est-à-dire c'était un rouleau compresseur, et là, toute idée environnementale ne devait pas dépasser jusqu'à vous étiez mis de côté. Et quand je dis mis de côté, c'est-à-dire socialement. Voilà, donc il y a eu plein de... Et le CPE du Périgord, si j'ai bien la mémoire, et je le situe encore bien, oui, mais qui a... Non, mais il y avait un CPIE dans le... Enfin, moi, j'ai le souvenir d'un petit CPIE avec une chapelle. Bon. Ah non, je parlais du parc. Ah oui. Bon, ma mémoire défaille. Et autre contexte, quoi. Autre contexte, et Madame l'a exprimé, avec des gens localement, où il y avait un lien avec le patrimoine bâti, la conservation, enfin... donc moi je veux pas créer de clivage rural-urbain, mais dans le monde rural, porter l'écologie et des projets constructifs d'écologie restait en certaines régions de France très difficile, socialement très difficile. Vous pouviez perdre votre emploi, point. Alors je voudrais répondre sur la Brière, parce que la Vendée, enfin en Brière, il y a bien un parc naturel régional, non, de Brière? Oui. Ah ben voilà, parce que
Parce que là, on a quand même beaucoup travaillé. Le nombre de soirées passées avec Monsieur Oliveau à essayer d'arracher justement ce CPIE. Oui, alors je ne suis pas dans la région que vous décrivez. Oui, bien sûr que selon les milieux. Alors, j'en profite pour. Vous avez évoqué le mot terroir et territoire. Alors aujourd'hui, on parle de territoire, mais un territoire ne correspond pas forcément au terroir et vice-versa. Moi, ce mot de territoire, il me fait froid dans le dos. Je ne l'aime pas. Isabelle? Terroir, territoire? Ah ben, je peux vous parler du terroir du comté, la saucisse de Morteau. Non, moi j'appuie juste ce qui vient d'être dit sur la spécificité de chaque structure labellisée CPIE. Pour celle dans laquelle j'ai travaillé en milieu rural, elle a été initiée par des scientifiques de la fac de Besançon. Et dans les locaux de la station biologique de la fac de Besançon. Et de ce fait-là, en fait, il y avait une déconnexion complète par rapport aux habitants, par rapport aux acteurs locaux, une difficulté de compréhension de la part des agriculteurs. Donc ça a été quand même, j'imagine pour les initiateurs de ce CPIE, assez compliqué quand même. Hein. Alors c'est possible. Oui. Voilà. Alors, petit calage horaire pour les personnes qui sont à distance. Pardonnez-moi, j'aurais voulu rajouter une date. Hubert de Comarque, en 1970, est venu à Études des chantiers et nous avons organisé ensemble, avec les étudiants de Paris que j'évoquais tout à l'heure, un stage d'études, un chantier d'études en Périgord noir, à Pâques 1970. Et Hubert de Comarque a été pendant un certain temps très proche d'Études et chantiers. Et nous avons ensuite, si je me rappelle bien, contribué à une étude sur la vallée des Beunes et un certain nombre d'interventions concrètes. Comme quoi, des familles de traditions tout à fait différentes peuvent avoir un trajet commun. Et s'il vous plaît, madame, transmettez mes amitiés à Hubert, que j'ai bien connu en 1970-71, à travers Études et chantiers et Paris 8. Bien, vous voyez, je l'ignorais, mais ça me paraissait naturel. Bon, Isabelle Lepeul, on passe à vous. Donc, alors en continuité avec la création des CPIE que vient d'évoquer Christine, vous allez évoquer l'évolution du réseau École et Nature depuis sa naissance en 1983 par un groupe d'ethnologistes et d'enseignants militants. Alors, quelle était effectivement dans ces années-là son originalité par rapport à d'autres mouvements associatifs, comme ce qui est devenu France Nature Environnement, la LPO, l'UNCPIE. Alors le fonctionnement du réseau, d'après ce que j'ai compris, était assez horizontal et informel, donc au début. Donc avec, par exemple, l'organisation de rencontres nationales tous les ans dans des régions différentes. Puis est venu un moment où un appel à projet de la Fondation de France a poussé effectivement le réseau à ne pas se limiter aux questions de nature ou de paysage. Alors comment effectivement avait-il été amené donc à s'intéresser à d'autres questions relatives par exemple à ce qu'on appelle aujourd'hui les éco-gestes, à travailler avec des entreprises du type éco-emballage, je crois dans l'époque que vous avez connue, et à renforcer sa structuration nationale. Et donc aussi effectivement comment a pu évoluer donc le réseau, notamment dans le contexte de l'accroissement des compétences des collectivités territoriales, depuis la loi Defferre, l'urbanisme par exemple, et avec l'augmentation, la montée
la montée des compétences et des interventions des conseils régionaux. Je vous laisse la parole. Merci. Donc, je prends la parole au nom des membres du réseau École et Nature. Voilà, j'ai été co-directrice pendant une dizaine d'années dans le réseau national, au départ en binôme avec Roland Gérard, que je pense plusieurs personnes connaissent ici et qui doit être à nous regarder à distance, et puis ensuite à 3 avec Olivier Blanc, qui est maintenant le seul directeur. Donc on avait mis en place un principe de co-direction pendant plusieurs années. Et donc j'ai travaillé dans les CPIE auparavant. Alors en fait, l'origine du réseau, on dit souvent 1983, mais en cherchant un peu plus, c'est même 1981, en Mayenne, une association École et Nature 53 avait été créée par des enseignants des instituts qui pratiquaient déjà la découverte de la nature dans leur cours. Et j'ai une pensée particulière à Michel Rose, qui a été vraiment l'initiateur, la personne autour de laquelle s'articulait cette association. Et c'est lui qui a eu l'idée d'organiser une rencontre nationale pour permettre à ces enseignants d'école primaire et de collège, puisque la diffusion de l'information a été faite également dans les collèges, tous les collèges de France, toutes les écoles primaires de France. Donc il a eu cette idée de rencontre nationale entre enseignants et en l'ouvrant à des animateurs nature, puisqu'on parlait pas du tout d'éducation à l'environnement à l'époque, pour échanger sur leurs pratiques, échanger sur des outils pédagogiques pour lesquels ils étaient en recherche, voilà, pour faciliter en fait leur souhait de développer leurs activités nature en classe. Ces fondamentaux-là, de mélange enseignants, animateurs, échange de pratiques, la réflexion, le terrain et l'atmosphère conviviale et stimulante qui a été mise en place dès les premières rencontres nationales École et Nature, donc en 83, elles sont toujours présentes et ça fait partie vraiment des fondamentaux du réseau qu'on essaye de maintenir, même si quelquefois c'est pas toujours facile, puisque le réseau École et Nature c'est une histoire humaine avec toutes ses richesses et ses complications. Et donc le réseau national s'est constitué petit à petit par ces rendez-vous nationaux, et c'était vraiment pour un grand nombre d'entre nous le point de rencontre qu'on n'aurait pas voulu rater pendant plusieurs années, jusqu'à la création des statuts du réseau École et Nature, donc de l'association, en 1990. Donc de 1983 à 1990, de façon, je vais pas dire non structurée, mais de façon informelle, non instituée, se sont organisés ces rendez-vous annuels dans des régions différentes. Voilà. Donc la première rencontre a quand même réuni 80 personnes, et juste un petit test dans la salle qui participait à cette première rencontre nationale École et Nature en 1983. Je vois une main se lever. Oui, ok. Voilà, ça s'est poursuivi par Champagne-Ardenne, l'Auvergne, enfin voilà. Le Tour de France était lancé, et ça a permis aussi en région de créer des dynamiques qui ont donné par la suite la dynamique de réseau régional d'éducation environnement, qui s'appelle dans la plupart des régions les graines. Sauf en Bretagne, où là ça se passe jamais comme avec les autres. Je regarde Dominique Cotreau. Là on parle du REB, en Alsace l'Ariena, pour les deux exceptions me semble-t-il. Voilà, donc ces rencontres avaient vraiment pour objectif, 3 objectifs très clairs: favoriser la rencontre, être un carrefour d'expérience que les enseignants ne trouvaient pas au sein de leur institution, et que les animateurs nature, excusez-moi, ne trouvaient pas non plus, puisqu'il n'y avait pas de structuration de la profession comme on a actuellement. Permettre le développement d'idées nouvelles et d'expérimentation. Le côté innovation est un aspect vraiment toujours très très important au sein du réseau national École et Nature. Moi je dis toujours École et Nature parce qu'on est dans l'histoire. Et participer à la création de liens véritables entre les personnes concernées par l'éducation à l'environnement.
Alors, quelques dates clés à partir de 83. Donc 1986, la mise en place des premiers relais départementaux École et Nature. Et là, c'était vraiment une originalité puisque les relais n'étaient pas des structures mais des personnes. Donc on a été un certain nombre d'entre nous à être relais départemental École et Nature avec cette mission de faire connaître le réseau, de faire circuler les informations. Voilà, alors même question, qui a été relais départemental puisque cette fonction n'existe plus. Alors là, on est un tout petit peu plus nombreux. Et en parallèle, s'est mis en place, s'est constitué les premiers réseaux régionaux d'éducation à l'environnement. 1987, la création du bulletin de liaison L'Encre verte, qui est devenu par la suite la revue d'éducation à l'environnement, que malheureusement le réseau ne peut plus éditer pour des raisons principalement financières. 1987 également, 87-88, la mise en place des premières commissions de travail au sein du réseau. Donc je vous rappelle que là, on est toujours dans un format non structuré du réseau, les statuts ne sont toujours pas déposés. Donc malgré tout, organisation par la mise en place de premières commissions de travail sur lesquelles je vais revenir. 1989, les premières rencontres régionales, de mémoire, il me semble que c'était en Languedoc-Roussillon. Ah, en Normandie, pardon. Et donc 90, on y arrive, dépôt des statuts. Voilà, donc le réseau avait quand même, cette dynamique collective avait quand même une vie derrière elle pour arriver au dépôt des statuts, qui en fait ont été mises en place pour des raisons techniques, d'organisation interne à ce collectif qui grandissait. Par rapport aux rencontres nationales de 80 personnes environ, on est arrivé à peu près 200 personnes. Voilà. Et puis pour avoir une meilleure identification institutionnelle. Donc ça a été l'objet c'est ce qui a motivé la création des statuts. 1992, une date importante, un temps de bilan, de réflexion en consultant les membres pour aboutir à la première charte qui a formalisé les finalités, les objectifs et les moyens d'action du réseau. Et on retrouve régulièrement dans le réseau École et Nature la nécessité d'écrire, de garder la mémoire et de trouver un consensus dans cette réflexion collective, ce travail collectif. Première équipe salariée en 1993, grâce au post-aidé, qui était un peu plus nombreux à l'époque, et à l'objection de conscience. Donc il y a eu 3 salariés au démarrage. Alors, une étape importante, donc 1993, l'appel à projet de la Fondation de France. Appel à projet qui s'appelait « Les gestes au quotidien », avec une première thématique, les déchets, la consommation. 1993, c'est peu de temps avant la deuxième loi sur les déchets, loi de 92, ouais. Et donc, cet appel à projet de la Fondation de France, en fait, a vraiment lancé le développement du réseau et sa structuration en relation avec les réseaux régionaux. Et donc, le réseau École et Nature a répondu à cet appel à projet pour réaliser finalement un dispositif éducatif qui s'appelle Roule ta boule, et pour lequel l'Union nationale des CPIE avait aussi répondu, donc à l'appel à projet de la Fondation de France. Et c'est la Fondation de France qui nous a demandé de nous rapprocher entre UNCPIE et réseau École et Nature. Cette étape-là du réseau est très importante aussi, puisque la Fondation de France nous a également demandé de nous rapprocher du milieu de l'entreprise. Et donc, c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à travailler avec des entreprises de type un peu particulier, puisque Éco-emballage est un éco-organisme, mais ça a lancé au sein de notre réseau, vous pouvez l'imaginer, des débats avec une assemblée générale assez musclée pour savoir si on allait pactiser avec le diable, entre guillemets. Voilà. Et ce démarrage en 1994 à peu près du partenariat avec Éco-emballage se poursuit toujours actuellement, donc avec l'éco-organisme qui s'appelle Citeo.
Et puis, entre-temps, on a travaillé avec d'autres entreprises, ce qui nous a amené, au sein du réseau, à travailler sur une recherche-action. Et là, j'ai une pensée particulière à Yannick Bruxelles, qui a été très, très moteur dans ce travail de recherche de comment on peut entrer en partenariat entre le milieu de l'entreprise, enfin, entre le milieu associatif et le milieu de l'entreprise. Donc, ça a donné lieu aussi à une production. Pour aller un petit peu plus rapidement sur les suites de l'histoire, donc 1995, le lancement du dispositif Roule ta boule, date à laquelle le réseau a été productif aussi, puisqu'il a été édité le premier guide pratique pour monter son projet en éducation à l'environnement. 1996, les premiers pas sur Internet, grâce à la présence dans l'équipe de personnes qui étaient déjà à l'initiative de l'utilisation d'Internet à cette époque-là, la création d'un site web, les listes de diffusion, ce qui a permis au réseau de vraiment encore plus développer une de ses fonctions, qui est la mise en réseau, le partage d'échanges d'informations, de ressources. 1997, le dispositif éducatif Ricochet, donc toujours dans cet appel à projet de la Fondation de France, où là, on a travaillé avec Lyonnaise des Eaux, entre autres. 1998, mise en place du collectif français pour l'éducation à l'environnement, le CFEDD, auquel le développement durable a été rajouté par la suite, animé par le réseau École et Nature. C'est-à-dire qu'il y avait une mise à disposition d'un mi-temps du directeur de l'époque, Roland Gérard, sur l'animation de ce collectif français pour organiser les premières assises nationales de l'éducation à l'environnement à Lille en 99 et en 2001, le forum planétaire dans 11 régions et à Paris. Et le réseau École et Nature a toujours été très très présent, très à l'initiative du ton donné dans l'animation et la coordination de ces temps très importants qui ont donné lieu, quand même je le présente parce qu'il n'est pas toujours connu, au premier plan national d'action pour développer l'éducation à l'environnement en France. Voilà. Et ça a donné lieu à des assises régionales également reproductibles tous les 2 ou 3 ans. Voilà, pour terminer, donc dans les fondamentaux d'École et Nature, c'est l'horizontalité, le fonctionnement horizontal. J'ai insisté sur le fait qu'on était en codirection et non pas en direction adjointe. Donc là, c'est vraiment une volonté de partage des responsabilités qui est arrivée dans les années 2000. Auparavant, donc la mise en place de ces commissions de travail avec des comités de pilotage, des groupes de travail, donc où la responsabilité là aussi était partagée, la mise en action. Voilà, donc c'était quelque chose de vraiment très important. On refuse quelquefois la nomination de tête de réseau, puisque quand on parle de tête de réseau, on pense à un système avec une tête en haut, en général, dans notre système de pensée français. Et donc, du coup, des adhésions du bas. Alors qu'en fait, au sein du réseau, ce qu'on met en évidence, c'est le fait que le réseau, l'équipe nationale, l'entité nationale, est un maillage qui permet, dans la toile d'araignée, de faire fonctionner la circulation d'informations, l'organisation, la structuration. Voilà, donc ça c'est un point important. On a beaucoup travaillé sur les principes de gouvernance participative, sans forcément penser au départ que ça s'appelait comme ça. Hein, c'est quelque chose qui est vraiment dans les pratiques actuelles de plein d'organismes. Et c'est vrai que pour l'avoir vécu en étant au conseil d'administration puis au bureau, c'est vraiment des sujets sur lesquels on a énormément travaillé pour permettre à chacun de trouver sa place et de prendre la parole dans des instances, y compris en assemblée générale, où c'est jamais évident de prendre la parole quand on est petit adhérent de base. Le principe d'adhésion était aussi basé dès le début sur personne morale, personne physique, même voix, même pouvoir en fait au sein du CA. Dans la structuration, donc l'arrivée progressive des réseaux régionaux, et je vais avoir fini, 30 secondes, avec la mise en place d'un interréseau qui a une évolution un petit peu particulière actuellement. C'est un passage un petit peu difficile de nos relations entre réseaux. Et puis par rapport aux collectivités territoriales, en fait, les
premières collectivités territoriales avec lesquelles on a été amené à être en relation, on va dire, sur de l'action, c'est les collectivités qui ont acquis le dispositif éducatif Roule ta boule, qui est arrivé juste au moment où les collectivités avaient besoin d'être outillées en matière d'éducation sur les déchets. Et avec l'embauche au sein des collectivités des ambassadeurs du tri, donc la formation des ambassadeurs du tri pour leur permettre d'être mieux à même d'intervenir en milieu scolaire, ce qui n'était pas forcément leur formation initiale. Donc là aussi, ça a beaucoup questionné au sein des réseaux, de notre réseau et notamment des professionnels qui travaillaient sur les déchets, puisqu'il y avait un peu un souci de former la concurrence, voilà. Sauf que cette idée de partenariat est venue vraiment renforcer le fait que c'était important de former un maximum de personnes pour déployer l'éducation environnement avec des méthodes, des valeurs auxquelles on croit. Et c'était beaucoup plus intéressant finalement de travailler avec des collectivités et les ambassadeurs du tri pour aller plus loin. Donc la relation du réseau national avec les collectivités, elle se situe plutôt sur l'acquisition des dispositifs qu'on a mis en place, sachant que les relations de proximité se font plus à l'échelle régionale, voire locale. Voilà. Bon, je vous remercie pour votre témoignage. On est un peu pris par le temps, je crois. Alors, compte tenu du temps qui reste disponible, je vous remercie effectivement d'avoir illustré donc la façon, enfin dans les exemples que vous avez cités, comment la dimension de la politique de l'environnement plus largement, et pas seulement de la nature, a pu effectivement intervenir, en passant notamment par le secteur des déchets. Jean-François Louignot. Donc la LPO résulte évidemment d'une action associative, je crois, plus que centenaire au départ. Donc vous avez aussi connu les clubs Connaître et Protéger la Nature, les CPIE, les programmes de formation de formateurs. Donc la LPO est bien connue pour ses démarches actives de communication vers le grand public, donc et pas seulement effectivement vers les militants, c'est encore le cas donc aujourd'hui, et donc je vous ai proposé d'intervenir un petit peu sur cet aspect-là. Donc comment concevoir et mener donc des stratégies de communication ciblées et pertinentes, tout en veillant donc à la rigueur dans l'information et la formation du public. Comment, donc, de votre point de vue, a évolué la pédagogie dans l'éducation populaire à l'environnement dans un contexte où les moyens modernes de communication donc ont commencé à évoluer? Vous avez commencé d'ailleurs à évoquer l'arrivée d'Internet à la fin de la période que vous avez traitée. Donc, et comment effectivement ces médias, Internet, les réseaux sociaux, sont compatibles avec l'importance de continuer de sensibiliser donc les gens aux enjeux environnementaux et de développement durable, tout en continuant donc à développer et à stimuler nos 5 sens de perception de l'environnement. Je vous laisse la parole. Merci. Alors, ça fait beaucoup de questions. Bon, tout d'abord, l'association LPO, sans refaire l'histoire, avait culturellement, dans son ADN originel, on dirait, avait le fait que l'oiseau était un des meilleurs vecteurs, mais c'est valable dans le monde entier, hein, dans l'histoire de la conservation de la nature, que l'oiseau a été la classe du règne animal qui a permis d'engager le plus de combats. Ça a changé dans les années 85-90, mais originellement. Donc on s'est situé dans une structure très attachée à la dimension des sciences, au Muséum d'histoire naturelle, avec toujours une chose à comprendre, pour que j'évoque ensuite l'ouverture vers les publics, qui est que jusqu'au début du XXe siècle, pour ne pas dire jusqu'en 76, où un certain nombre d'espèces ont été enfin protégées dans les textes,
dans les faits, il en a été autre chose. Une tendance naturelle du naturaliste, déjà personnage assez souvent solitaire, à conserver l'information de peur que si l'information est donnée, elle permette à ceux qui veulent détruire la nature de mieux le faire. Vous avez une illustration très concrète qui a compté sur plusieurs décennies. C'était l'affaire des faucons pèlerins qui nichaient on va dire dans le centre, Auvergne, un peu Dordogne, etc., Corrèze, bon, et qui faisaient l'objet d'un trafic international, principalement par l'Allemagne et l'Autriche, et jusqu'ensuite aux pays du Proche ou Moyen-Orient, avec des campagnes de surveillance de ces oiseaux par des bénévoles de la LPO, et originellement le Fonds d'intervention pour les rapaces. Donc il y avait une propension à conserver l'information de peur de la partager, et en la partageant des conséquences qu'il y aurait sur des espèces qui, je le rappelle pour le faucon pèlerin, étaient au bord de l'extinction en France, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc derrière cette culture très scientifico-naturaliste de confidence, il y avait pas de culture particulière pour un large partage, nonobstant un certain nombre d'opérations qui se sont faites avec le grand public, y compris dans les années 1910 et 1920. Mais tout ça était en milieu relativement feutré, et dans le même temps, le fruit des Trente Glorieuses, au sens des conséquences de la destruction sur l'environnement, montrait qu'il fallait en parler. Et il n'y a pas que la LPO qui en a parlé, il y a bien d'autres personnes, et parmi lesquelles qui ont été citées ce matin. Et donc l'idée à ce moment-là est née de se dire cette chose qui est l'oiseau, représentant, symbole de la biodiversité, les indices espèces parapluies, enfin on pourrait passer des heures, il faut mieux en parler pour associer plus de personnes. D'autant que les gens devenaient plus urbains que ruraux. Et donc dans le même temps, il y avait cette nature que l'on quittait, je veux dire, au quotidien. Et de cette façon-là, on est passé dans les années 70, puisque ça a commencé, on va dire, entre 70 et 80, à considérer que l'animation nature, sur les sites naturels protégés, soit d'initiatives privées, mais qui étaient très rares en France, à la différence notamment des Anglais, mais qui commençaient à pointer avec les réserves naturelles nationales, étaient des lieux privilégiés et des lieux indispensables, privilégiés au sens de ce qu'on pouvait y voir, et indispensables pour l'éducation à la nature, l'animation nature. Et donc bon, je nous revois dans des moments d'école et nature. Enfin, tout ça me fait beaucoup sourire parce que c'était quand même assez culturellement génial. On restait très créatif et très alternatif, et c'est ce qui a permis, je pense, de sauver globalement ces mouvements et pour qu'ils grandissent sans trop de récupération. Donc, à partir des années 80, c'est installé, mais pas exclusivement au niveau de la LPO, c'était valable pour la SEPNB en Bretagne, le GON en Normandie, enfin, je vais pas faire toute l'histoire de l'ornithologie française, l'ouverture vers les autres et vers les publics, des publics, avec, en complément, le fait de travailler en réseau, en dehors du cadre de l'association, qui dans le même temps connaissait un développement, dont moi j'ai eu la responsabilité, au national et à l'international, avec les autres mouvements, École et Nature, l'UNCPIE, les clubs CPN, dont lequel enfin moi à titre personnel j'étais un des cofondateurs. Et tout ce monde-là se rendait compte, d'ailleurs les assises de l'éducation environnement étaient importantes pour ça, que finalement nous gagnerions à travailler les uns à côté des autres, les uns avec les autres, les uns en complément des autres, pour amener, j'aime pas cette expression mais je fais vite, une certaine puissance de feu auprès d'un ministère qui sur ces sujets-là
naviguaient à vue, ou plus exactement connaissaient des sinusoïdes. Alors une des sinusoïdes les plus classiques, je vais vous la donner, c'était pour chaque réserve naturelle nationale, le budget consacré à l'animation nature. Il y a eu des hauts, parce qu'on s'est battu, il y a eu des plateaux, parce qu'on s'est battu, et il y a eu des bas malgré le fait qu'on soit battu. Et je crois savoir que depuis quelques années, ce que je ne suis plus dans l'association, même si j'ai des liens forts, mais vous pouvez vous en douter, il n'y a pas de budget consacré à l'animation nature dans la gestion annuelle des réserves naturelles. Sauf budgets régionaux, budgets départementaux, espaces naturels sensibles, etc. Donc après cette phase de consolidation multi-associatif, CPIE compris, de considérer que la nature était un terrain pour expliquer aux gens ce qu'étaient globalement les problématiques environnementales. Oui, faire attention au temps. L'association est passée au stade d'une information plus générale et plus régulière. Et moi, je parle d'information, je parle pas de communication. Parce que la communication, ça a été tant galvaudé, enfin bon, pour raconter un tas d'anecdotes. Mais l'idée, à ce moment-là, ça a été à partir des années milieu 85, je crois qu'il y a une forte poussée entre 90 et 2000, c'est de considérer qu'il fallait partager un maximum d'informations sur les oiseaux et leur écosystème, l'oiseau devenant finalement le fil, l'accroche, on pourrait dire, avec les publics, donc un plus large public. D'où une communication régulière par des médias. Les privilégiés étaient, je vais vous le dire, c'était de la technique, c'était l'AFP, parce que quand vous aviez Fernand Parisot à l'AFP, vous étiez assuré que si le billet passait à l'AFP, automatiquement, le lendemain matin, même 2-3 heures après, il faisait 3-4 radios, 5-6 PQR, presque quotidiennes régionales, et potentiellement Regéquence du Monde. Et en complément de cette information régulière, donc avec un principe de constance, de régularité et de diversité des informations, pas toujours en réaction à des problèmes posés aux oiseaux. Je parle de porter un message positif sur ce qu'était l'oiseau et ce qu'on peut faire avec l'oiseau. Cela a été complété par des campagnes propres, non attachées à quelque institution que ce soit et à quelque entreprise que ce soit. Ça, c'était la marque de fabrique. Ou alors des institutions qui avaient, si je puis dire, n'avaient pas d'attachement à spécifiquement un cadre. Par exemple, quand on a lancé la Nuit de la Chouette avec la Fédération des parcs naturels régionaux, ça pourrait vous surprendre, vous allez dire, oui, mais la Fédération des parcs naturels régionaux, c'est quand même très institutionnel. Eh bien, quand ça a été pensé, je me souviens très bien à quelle heure et quel jour, dans l'Audomarois, ça a été pensé en libre, en se disant, sans demander à qui que ce soit au ministère si c'est oui, si c'est non, nous lançons cette opération. Comme le Printemps des Hirondelles, qui était déjà le début des séances participatives, où il était demandé à chaque personne de nous dire, par téléphone ou par courrier, il n'y avait pas les réseaux et le numérique qu'il y a aujourd'hui, quand avez-vous vu arriver la première hirondelle? Ce qui renseignait au plan scientifique, bon, et ça s'est poursuivi, et maintenant, il y a même toute une organisation autour de cela. Alors, les réseaux sociaux, par rapport à ça, parce que vous m'aviez demandé un petit peu ce que j'en pensais, en définitive, tout support n'est pas à mettre en cause. Le vrai sujet, c'est ce qu'on en fait. Alors, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et pour ce qui est de la LPO, mais comme je crois le dire pour toutes les ONG naturalistes, les seules informations qui vaillent sont des informations qui reposent sur des faits scientifiques et qui ont comme assise soit des travaux d'université, soit des travaux du Muséum d'histoire naturelle, soit des équipes mixtes, les UMR, enfin, etc. Et à partir de ce moment-là, vous dispensez une information qui a de la valeur, qui ne vous met pas en cause,
sauf par vos détracteurs, mais bon, bah, ça c'est, après tout, c'est le jeu, et les détracteurs, il y en a régulièrement autour du sujet des oiseaux, je ne les citerai pas pour pas leur faire de publicité. Et en définitive, c'est cela. Et puis pour terminer, ce qui, je crois, à mon sens, j'ai eu l'occasion d'en discuter il y a encore quelques jours avec des animateurs de la LPO, voilà, c'est le fait que le terrain, les réseaux sociaux doivent permettre aux gens plus encore de se rendre eux-mêmes sur les terrains, d'être en autonomie. Et au niveau de l'animation, nature, éducation, environnement, développement durable, il faut intensifier les chances, les possibilités de se rendre sur le terrain pour que les 5 sens fonctionnent. Parce que un oiseau ou une plante, avec n'importe quelle application, c'est assez génial pour la trouver, mais pour la ressentir et pour nous ressentir, nous espèces humaines, ce qui nous manque actuellement, pour nous ressentir comme faisant partie de la Terre et non pas en étant exclus et la dominant, eh bien, il faut impérativement que cette dimension dans l'éducation à l'environnement des 5 sens soit remis plus encore au goût du jour. Voilà.